Direction financière, c'est beaucoup de négociations. Il faut que tout le monde puisse construire un BP pour aller vers la direction que l'entreprise veut et à la fin que tout le monde aussi soit content de ce business plan. Tu mets ta vision pour l'année et quel va être ton plan stratégique. Le business plan, une fois qu'il a été acté, c'est notre boussole. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle masterclass avec un invité qui est directeur administratif et financier CFO, Guillaume Morin, qui est CFO du Wagon. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Salut Nicolas, ça va super, merci pour l'invite. Très heureux de t'accueillir. Alors, on va parler de ton métier de CFO parce que tu as travaillé sur des problématiques qui sont intéressantes que j'aimerais vraiment débugger dans le cadre de cet épisode. Avant de dérouler et en savoir un peu plus sur ton quotidien, parce que le Wagon, c'est une boîte internationale où il y a eu pas mal de sujets un peu techniques. Il y a eu du recrutement dans le service comptable et financier. Il y a eu des aspects légaux, juridiques, fiscaux, que ce soit en France et à l'international. Donc ça, c'est top qu'on puisse en parler. Après cette introduction extraordinairement longue, mon cher Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui nous écoutent puissent savoir qui tu es ? Guillaume, donc je suis directeur financier du Wagon. Je vais avoir 40 ans, ça approche dangereusement. Je suis marié, je suis père de 2 petites filles. J'ai un parcours assez classique. J'ai commencé en prépa, école de commerce, et puis comme de nombreux étudiants d'école de commerce qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, j'ai fait une césure en audit chez KPMG à Paris, dans un département grand compte, département industrie. Et ça m'a plu, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré évidemment ce qu'on y apprend, parce que le premier but, c'était quand même d'acquérir des compétences hyper transverses sur la finance, la comptabilité, des responsabilités qu'on acquiert assez vite. Et donc, ça m'a tellement plu que suite à la fin de mon diplôme, j'ai intégré KPMG à Paris et j'y suis resté 5 ans, donc jusqu'à assistant manager. Ce qui est marrant quand même, c'est que quand on fait une école de commerce, je vois bien que régulièrement, les CFO de boîte ont commencé déjà par ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tes études, dans le cas justement de l'audit ? Parce qu'il y a souvent ce pont qui se fait assez régulièrement. Pour certaines personnes qui sont d'école de commerce, pour eux, c'est parcours classique d'aller en audit. Mais pour des DSCG ou des masters CCA, c'est pas forcément le cas, tu vois. Personnellement, je pense que j'y suis allé parce que je trouvais pas forcément ce que je recherchais en école de commerce sur l'apprentissage de la compta ou de la finance ou de l'entreprise en général. Moi, je suis pas issu de mon background familial, de l'univers de l'entreprise. Donc, j'avais besoin de découvrir cet univers-là. Et je savais que c'était de par la manière dont c'est organisé, avec beaucoup de missions sur différents sujets, que j'allais pouvoir trouver mon compte en termes de diversité et d'apprentissage. Donc c'est assez naturellement que je m'y suis tourné, même si honnêtement je ne savais pas très bien exactement ce que j'allais y trouver. Pour moi, c'était très, très vague, l'audit. Là, j'ai pu découvrir tous ces secteurs d'industrie différents, pouvoir lire un bilan, un compte de résultats, comprendre les différents cycles. Même, je me rends compte après, dans mon boulot de DAF, pouvoir comprendre comment est organisée aussi une structure, une fonction finance, parce que tu vas voir les achats, tu vas voir la comptabilité client, tu vas voir la trésorerie. Donc en fait, l'air de rien, tout ça infuse et tu comprends comment c'est structuré, et puis comment c'est structuré en fonction des tailles de boîte aussi. Tu vois des tailles plus petites, des tailles plus grandes, donc ça te donne un panorama assez large des fonctions financières. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'audit et qui entendraient ce mot, comme toi, tu as pu l'avoir quand tu étais... au début, je ne savais pas trop c'était quoi. En gros, ça sert à quoi cette fonction ? Quel est le résultat attendu une fois qu'on a fait une mission d'audit ? Alors, l'audit, c'est de la certification des comptes. Donc à la fin de chaque période fiscale, disons à la fin de l'année, les entreprises, en fonction évidemment de leur taille, vont produire des comptes et vont devoir les auditer. Ça a pour but de valider la sincérité des comptes qui sont présentés. Qui sont présentés à qui ? Ça peut être aux actionnaires, ça peut être aussi à l'État, ça peut être à n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin à cette société et qui veut s'assurer que les comptes reflètent bien la réalité économique de la société. Donc nous, on est des tiers, un peu de confiance, qui vont venir dans la boîte pour s'assurer avec des différents tests que les comptes qui sont présentés reflètent bien l'activité de la société. Donc ça va passer par des tests qu'on appelle des tests de détail, qui sont soit de l'échantillonnage, en allant vraiment sur pièce. Donc tu demandes des factures, par exemple si tu vas faire la revue des achats, tu dis voilà, donne-moi telle facture.
Exactement, ouais, tu vas valider par exemple des cut-offs, donc on sait qu'il y a les séparations des exercices et tu vas t'assurer que la charge ou le revenu est comptabilisé sur la bonne période, donc tu vas regarder la prestation, essayer de fouiller si elle est bien sur la bonne période. Tu vas faire des revues de process aussi, donc ça aussi c'est hyper intéressant pour les fonctions de direction financière ensuite, c'est que voilà, tu vas s'assurer que le process il est fiable, qu'il n'y a pas de risque de fraude par exemple dans le processus, et tu vas faire aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est des revues analytiques. Comme on disait que le but, c'est que ça reflète l'activité économique de l'entreprise, bah, tu vas essayer de comprendre si effectivement les comptes reflètent bien cette activité. Si on te dit que l'activité, elle a cru de manière démentielle, que tu as lancé plein de nouveaux produits, que ça s'est super bien passé et qu'en fait, ton chiffre d'affaires, il a baissé par rapport à l'année précédente, bon, tu dis qu'il y a peut-être un loup. Voilà. Donc tu as différents tests, différentes procédures qui sont hyper normées. Donc ça, c'est hyper appréciable aussi quand tu es jeune, c'est que tu es... alors, il faut aimer ça, hein, mais tu es vachement guidé, on te prend par la main vraiment pendant tes 3 premières années avant de devenir après chef de mission. Mais tu suis des process et tu les appliques et au fur et à mesure que tu les fais, tu les appréhendes de mieux en mieux, tu comprends pourquoi tu les fais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en termes intellectuels et en termes de développement des compétences, de travailler sur cette fonction? Donc tu l'as fait pendant 5 ans, c'est ça? Ouais. Ok, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors je distinguerais la partie technique, qui est peut-être la plus évidente. Hein. Donc tu fais, comme je disais, tu fais des tests, tu regardes des bilans, des comptes de résultats toute la journée. Donc au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Tu modélises, quoi, tu arrives à comprendre? Ensuite, il y a énormément de soft skills. Donc tu apprends des compétences qui vont être hyper utiles ensuite comme directeur financier, mais aussi pour plein d'autres métiers. Donc tu apprends à gérer des équipes. Très tôt, tu vas encadrer, dès la 2e année, hein, tu peux être amené à partir tout seul en mission avec un assistant et un stagiaire pour gérer la mission. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu apprends aussi à gérer des entretiens, des interlocuteurs qui sont souvent bien plus sachants que toi, bien plus expérimentés que toi. Donc ça apprend à avoir un peu de bouteille, à essayer d'avoir de la contenance, à pas être paraître trop idiot. Hein. Tu sais, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé j'ai bossé chez Automobile Citroën au début de ma carrière, tu vois. Et la première année où je travaille, je bossais en service compta et il y a les auditeurs qui arrivent, quoi. Tu vois, et moi, j'ai l'impression que les auditeurs, ça fait flipper, tu vois. Et tu sais, ils vont te poser des questions. Et donc, les questions qu'ils vont te poser, tu as l'impression que toi, tu es coupable, tu vois. Bon, ça, c'est ma perception quand j'étais jeune, tu vois. Du coup, toi, tu te retrouves face à des gens, comme tu le dis, qui ont de la bouteille. Tu passes pas pour un chiant, quoi. Il me prend la tête avec un truc un peu anecdotique. Comment tu fais, toi aussi, pour être au niveau? Parce que quand tu es junior, il faut aussi avoir cette capacité de te dire, OK, tu es crédible, quoi. Bah, t'as tout dit, en fait. En effet, il faut paraître au niveau, pas paraître chiant. Donc, ça passe par travailler, en fait. Mais ça, je pense... Ouais, tout simple, hein. Faut bosser, les gars. Ouais, mais c'est vrai pour tout, mais c'est tout bête, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses, même n'importe quel entretien qui nécessite un travail préalable. Peut-être que l'entretien va durer un quart d'heure, mais derrière, avant, c'est toute la préparation qui a peut-être duré 1 heure, une demi-journée sur le dossier, sur la question que tu voulais poser, sur les tableurs Excel que tu as retraitées, qui va faire que derrière, tu vas te sentir en confiance et qui va faire que tu vas pas passer pour un idiot. Et puis, on va pas se mentir, tu utilises aussi souvent les travaux des années précédentes qui permet de voir si parce qu'il y a rien de plus énervant, et ça, moi, je l'ai compris assez vite pour une personne qui se fait auditer, de revoir chaque année des têtes différentes, parce que ça tourne beaucoup dans les cabinets. Même si on est encore là, on ne traite pas forcément les mêmes sections. Et donc, se voir poser la même question tous les ans alors qu'on y a déjà répondu, c'est très pénible. Et donc, il y a un gros travail de bien appréhender le dossier, relire avant ce qui a été fait pour voir si la réponse ne se trouve pas déjà. Est-ce que tu as une mission un peu qui s'est mal passée, mission d'audit ou peut-être pas forcément mal passée, mais en tout cas qui t'a marqué, qui a été un peu challengeante pour toi, qui t'a un peu sorti de ta zone de confort? J'imagine que c'est toujours un peu différent aussi en fonction des boîtes que tu rencontres, mais est-ce que tu auras un partage d'expérience un peu concret à nous apporter? Ou alors ça a ronronné, quoi? Non, alors c'est un partage d'expérience qui est pour le coup pas vraiment financier, mais j'ai fait une mission qui était une mission d'audit à Gustave Roussy, qui est le centre anticancéreux à Paris. Et ça, alors j'en étais déjà hyper conscient, mais ça te fait vraiment relativiser sur ce que tu fais, en fait. Non pas que ce soit pas important,
Et je pense que tout le monde fait un job hyper important, mais il faut savoir, je pense, à ces niveaux de fonction. Et en plus, c'est des voies un peu qu'on qualifie de voies royales, quoi, où tu peux vite peut-être un peu prendre la grosse tête parce que tu as fait tel ou tel parcours. Je veux dire, en vrai, voilà, nous on se disait souvent, on sauve pas des vies, quoi. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là, à juste titre. C'est vrai qu'en fonction du niveau de responsabilité qu'on peut avoir, ça force un peu l'humilité, tu vois, ce que tu dis là. Et je trouve que c'est, je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, d'avoir cette relativité, bon, c'est vrai qu'on sauve pas des lives, quoi. Ouais, faut pas que ça exclue de bien faire son travail, évidemment. Mais voilà, il faut aussi en avoir conscience qu'on a nos relations avec aussi nos collaborateurs, les personnes qui sont en dessous de nous. Ça engendre, enfin, il y a une certaine pression que tu ne dois pas mettre, des deadlines que tu peux peut-être ajuster, parce que, encore une fois, on sauve pas des vies. Donc tu fais toute cette partie d'audit. Après, je sais pas ce qui se passe, mais tu crées une boîte, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, bah la crise de là, je sais pas, quel âge j'avais à cette époque. Tu fais de l'audit, quoi, beaucoup. Ouais, c'est ça, tout simplement. Non, bah, j'avais des copains qui commençaient à monter des boîtes. C'était un peu le début de l'écosystème tech en France. Donc, ouais, tu te rendais compte que c'est possible, il y avait un truc à faire. Et puis nous, on avait identifié un besoin. Donc, j'ai monté avec ma femme autour des langues étrangères. On n'a jamais été... Enfin, moi, j'ai jamais été excellentissime. Alors, pourtant, bon, voilà, j'ai fait des bonnes études académiques. Donc j'avais un bon niveau à l'écrit, mais à l'oral, je n'étais pas forcément hyper à l'aise en anglais. Et donc, on s'était dit que ça manquait de pratique, tout ça. Donc on avait développé une app qui permettait de mettre en relation des étudiants qui sont étudiants d'écoles de commerce ou d'ingénieurs ou facultés, qui ont souvent des accords avec d'autres écoles à l'étranger, pour mettre tout ce monde en relation tout au long de l'année et pouvoir pratiquer à l'oral. Et on a fait ça 4 ans, en faisant, je pense, à peu près toutes les erreurs que tu peux faire quand tu montes une boîte. Surtout pour la première fois, donc... Sauf pour la première fois. Mais ouais, on avait appris beaucoup. Bon, c'était pas toujours évident, mais ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire un boulot qui avait du sens. Et donc l'éducation, c'est quelque chose qui du coup m'a plu et vers lequel j'ai voulu continuer à évoluer. Bon, la tech, j'ai vraiment adoré cet écosystème également, avec tout un tas de... Moi, j'étais vraiment dans les grands comptes. Hein. J'auditais des boîtes du CAC 40 avec des process lourds. Et en fait, j'aperçois qu'il y a d'autres méthodologies, alors évidemment, qui ne sont pas toujours adaptées pour des boîtes du CAC 40, hein, j'entends, mais c'est vrai que tu t'aperçois que tu peux créer un tas de choses avec des outils que tu mets ensemble, que tu fais fonctionner ensemble. Et puis, moi, j'ai adoré ce côté de l'entrepreneuriat, et c'est ce que j'ai retrouvé ensuite au wagon, où tu mets les mains dans le cambouis. Toi, tu avais du coup ce bagage quand même technique, comptabilité, gestion, audit. Tu crées ta boîte. Comment tu organises la gestion financière de cette entreprise? Tu fais 4 ans quand même, donc c'est quand même pas mal non plus. Jour numéro 1, qu'est-ce qui se passe avec la gestion financière de la boîte? Pourquoi je te pose cette question? Parce que quand on démarre, c'est bien le cadet de nos soucis. Et quand on crée une boîte, bon, on s'en fout un peu, on met ça sous le tapis et puis on verra ce qui se passe quand on aura sorti notre produit, notre service, etc. Toi qui avais un peu ce bagage, qu'est-ce qui se passe avec l'admin? Tu sous-traites? Tu fais par toi-même? Ouais, bah, je fais par moi-même, parce qu'honnêtement, je pense que ce que tu dis vrai, hein, c'est clairement pas la priorité. Hein. Ça sert à rien de vouloir montrer la structure la plus efficace, de choisir les meilleurs outils de compta. En vrai, tant que tu fais pas de chiffre d'affaires, tout ça n'a assez peu d'importance, quoi. Donc ouais, non, le conseil que je donne, c'est de peut-être même laisser tomber les BP et de plutôt essayer de vendre, quoi, en fait. Ouais. En fait, il y a que ça de vrai, quoi. C'est quand tu as commencé à rentrer ton premier euro que tu t'aperçois qu'en fait, déjà, c'est hyper gratifiant. Ça veut dire que tu es capable, toi, de vendre... quelqu'un achète ton produit, tu valides ta proposition de valeur et en plus il y a quelque chose de très motivant. Donc ouais, enfin mon conseil finalement il est peut-être un peu paradoxal vu ma fonction, mais ce serait au début en tout cas de pas trop passer de temps dessus et de plutôt chercher à vendre, ou en tout cas pas forcément vendre, mais au moins valider ta proposition de valeur. Ouais, c'est clair. Non, mais je pense que c'est vertueux ce que tu dis. On va pas commencer à faire des plombs sur la comète tant qu'on n'a pas, fait une partie de l'objet social, quoi. Vendre un produit qu'on a promis de délivrer et avoir des clients satisfaits. Tant qu'on n'a pas ça, bon bah écoute, on verra. Ça sert à rien de faire des trucs de fou, quoi. Top. Pourquoi t'arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Je passe un peu cette partie entrepreneuriale parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse focus sur le CFO, le wagon, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que tu rejoins le wagon? Alors, ça prend pas. Hein. On arrive à faire des clients vraiment au forceps, en faisant des belles ventes, des ventes longues. Hein. On vendait à des écoles de commerce, donc des cycles de vente hyper longs qui déjà, toi, en termes de cash, te mettent un peu dedans.
un marché qui est un peu balbutiant. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, mais on était plutôt autour de la mode et pas encore vraiment au moment de l'implémentation concrète dans les écoles. Et donc, à un moment, on a un peu marre de manger des pâtes à la maison. On a eu la naissance de notre fille. Et puis après, tu prends le constat lucide qu'en vrai, pour l'instant, le produit, en tout cas, n'est pas en adéquation avec le marché. Et là, là je tombe sur cette opportunité au wagon qui coche toutes les cases, hein, parce que c'est de l'éducation, comme je le disais, ça me passionnait, c'était de la tech. Je me raccrochais aussi à quelque chose de connu, hein, même si une direction financière, je n'avais pas fait, mais bon, je me sentais les épaules pour pouvoir aborder au stade dans lequel était la société ces problématiques. J'ai commencé par faire ça en part-time, donc j'ai fait à mi-temps. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner pour ceux qui nous écoutent et qui est vrai aussi pour pas mal de fonctions un peu seniors. Il y a des moments de la société où tu te dis, bah voilà, il faudrait que j'embauche une directrice marketing ou un directeur marketing, il faudrait que j'embauche une directrice financière ou un directeur financier, mais ça coûte peut-être un peu cher, c'est pas encore... Et une bonne manière de faire ça, et on voit de plus en plus maintenant de fonctions part-time, c'est une bonne manière de rentrer, de mettre un pied dans la porte. Alors, soit d'en faire son boulot, on peut être DAF à temps partiel sur différentes sociétés, ou bien montrer qu'en fait notre rôle est nécessaire, efficace, et assez naturellement, au bout d'un an, on m'a dit, ça s'est fait assez facilement, c'était évident qu'il fallait rester à plein temps vu les enjeux de la société, quoi. Pour pitcher un peu le wagon, c'est quoi? Quelle est sa mission? Si tu as quelques chiffres à nous donner pour qu'on puisse aussi un peu comprendre l'envers du décor. Alors le wagon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un bootcamp. Donc bootcamp, littéralement en anglais, c'est un camp d'entraînement un peu intensif. Et donc ça reflète bien ce que c'est. C'est que dans un espace de temps très court, 9 semaines, on va faire de personnes qui n'ont pas de prérequis en développement web des développeurs web juniors. Donc ça, c'est historiquement. On s'est aussi développé sur les métiers de la data, mais donc historiquement, on s'est lancé sur le web. Donc voilà, c'est ce programme intensif qui forme au métier du web et de la data, des particuliers, mais aussi maintenant des personnes du monde de l'entreprise et des entreprises qui ont envie de digitaliser leurs fonctions finance, marketing. La particularité, c'est qu'on est une boîte qui est présente sur tous les continents. On est littéralement sur tous les continents. On est en Afrique, on est en Asie et en Amérique du Sud. On a 40 campus dans 25 pays. Et il y a quelques semaines, on a fait nos 20 000, on a passé le cap des 20 000 étudiants qui ont été formés au wagon. Bravo. Donc c'est une belle success story française, surtout à l'international. C'est pas facile de se développer à l'international et et là ça raccroche ce que je disais sur l'éducation avec le plaisir de voir qu'on change littéralement des vies à chaque formation, quoi. On a des personnes qui se sont plantées de voie ou leur boulot peut-être est en train de disparaître. En 9 semaines, on leur permet de raccrocher le wagon et de pouvoir donner un nouveau sens à leur carrière et du coup à leur vie. En termes de CA, ça représente quoi le wagon? Le wagon, c'est trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur des activités qui sont le B2C, le B2B. En B2C, on a le B2U, ce qu'on appelle le B2U. Donc, on vient aussi combler un vide dans les écoles. On s'aperçoit qu'elles ne savent pas exactement toujours comment enseigner ces matières qui sont nouvelles, qui changent tout le temps. Donc, on donne des cours aussi dans des écoles de commerce, notamment des cours du wagon. Et pour l'activité B2B, on fait soit de la reconversion complète, soit on fait ce qu'on appelle de l'upskilling, donc de la montée en compétences au cours du soir ou à plein temps. Donc, toi, quand tu arrives dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu découvres? Quel est le chantier que tu as sous les yeux? Déjà, je vois plein de trucs qui m'impressionnent, avec des associés qui sont hyper malins et qui en fait ont déjà construit beaucoup de choses. Des process automatisés, des outils de facturation qui parlent tout seuls. On était il y a 10 ans, hein, donc là maintenant ça paraît, je pense, assez logique à beaucoup et encore pas à tout le monde, mais il y avait beaucoup d'automatisation déjà. Après, on se reposait beaucoup sur un expert comptable qui n'était pas super, donc je découvre un peu l'envers du décor, ouais, la confiance qu'on fait à un tiers
et qui finalement fait pas son job correctement. Et puis bon, j'écoute du classique, un peu de boîte à chaussures, de facturette, un peu dans tous les sens. Donc voilà, un peu de taf, mais quand même agréablement surpris par vraiment ce qui a été déjà créé, quoi. Je veux pas taper dessus, mais souvent il y a beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs qui font ce constat, qui sont pas contents de leur expert comptable parce que, et puis il y en a qui sont absolument ravis d'en avoir un parce qu'il est incroyable, il leur sauve la mise à chaque fois, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait justement que dans cette relation, c'était pas ouf, quoi? Il y avait le choix d'un expert comptable qui était un peu celui recommandé par l'écosystème, voilà, donc et je comprends cette catégorie-là, quoi. Donc, ils traitent énormément de startups dont les trois quarts font pas de chiffre d'affaires, qui vont peut-être crever dans 2 ans. Donc, avec une implication peut-être qui, du coup, est suffisante pour quand cette boîte vivote, mais qui est complètement insuffisante si la boîte grossit et fonctionne. Et donc, on était sur, je te clôture vraiment last minute, un peu comme un bourrin à la fin de l'année, quoi. Et comme tu t'occupes pas de moi. Ouais, et comme je suis dans une approche de confiance, parce que c'est aussi ça que j'attends de toi. Voilà, tu te retrouves dans des situations qui sont pas folles. Et à l'inverse, moi quand je suis arrivé, du coup, j'ai vu assez rapidement qu'il y avait des choses qui allaient pas. On s'est séparés d'eux, on a repris un autre expert comptable, et là pour le coup, c'est. Comment vous l'avez choisi, du coup ? Comment vous avez choisi cet expert comptable qui fait que ça puisse vous donner satisfaction pour une boîte qui est quand même organisée, qui a quand même des ambitions, et qui est à ce niveau-là aujourd'hui, quoi? Alors j'allais te dire recommandation déjà, c'est un premier niveau de filtre, mais on a vu que pour le précédent, ça n'avait pas forcément complètement fonctionné. Et après, là, ce qui changeait un peu la donne, c'est que moi, pour le coup, j'avais fait de l'audit avant. Je connaissais, alors pas l'expertise comptable en tant que telle, mais bon, je comprenais un peu comment ça fonctionnait, quoi. Et donc, tu sens vite si la personne déjà saisit ton activité, met le doigt tout de suite sur les problématiques qui vont être un peu compliquées ou chronophages ou risquées. Et après, c'est un peu du fit humain, quoi. Ouais, je vois. Il y a cette relation. En fait, tu vois bien que sur l'aspect technique, tu vois si la personne est percute, déjà, ouais. Et si elle va t'envoyer les bons. Attention, fais gaffe, sans même qu'elle te connaisse parfaitement. Donc, j'avoue, ça augmente un peu la confiance. Donc, d'où l'intérêt aussi pour un expert comptable d'avoir une bonne culture business, bien déceler les business models, savoir quelles sont les zones de risque et tout. Et puis, donc, toi, tu lui poses aussi des questions techniques, tu vois, comme ça percute. Et puis, naturellement, comme tu l'as dit, ça reste quand même un tiers qui va avoir le nez dans tes chiffres, dans ta fiscalité, qui va comprendre un peu l'envers du décor. Il sait comment tu consommes, il sait comment tu vends. Et du coup, l'aspect humain, il est hyper important, tu vois. J'ai une galère, je dois ouvrir un pays, je dois avoir une clôture, avoir un prêt ou je sais pas quoi, j'ai besoin de toi. Et tu vois, si ça répond. Complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un expert comptable qui a pu évoluer dans un secteur similaire. Bon, et ça permet déjà un peu de le challenger et de le voir s'il a aussi des réflexes sur ce secteur d'activité, parce que chaque activité va avoir un peu sa problématique propre, quoi. Au début, dans une phase organisationnelle, tu restructures ce qui avait déjà été fait, tu consolides, tu structures, tu rassures, tu développes le projet, la partie finance. Donc là, tu es seul avec un cabinet. Je suis seul avec un cabinet, avec un cabinet exactement, et avec une structure assez atypique, puisqu'on est un réseau de franchise à l'époque. Okay. Donc quand j'arrive en 2017, le wagon a déjà 4 ans, il s'est déjà en fait fortement développé à l'international, mais d'une manière assez particulière, puisqu'il s'est développé via la franchise. Et donc, en tant que DAF, finalement, c'est quand même assez confort, parce que tu reçois des royalties tous les mois, et puis tu t'occupes pas de la gestion. En fait, tu laisses cette partie-là au franchisé. Tu n'as d'ailleurs pas le droit de t'immiscer dans sa gestion. Et donc, tu as une fonction tu as une entité hyper souple avec assez peu de personnel pour gérer le tout. Donc ça, c'est la situation que j'avais quand je suis arrivé. Alors, tu diffuses des bonnes pratiques, tu peux quand même conseiller les franchisés, tu mets en place des process, mais tu n'as pas toute la gestion de la partie financière de l'ensemble de ces entités. Pourquoi avoir lancé un modèle de franchise dans de la formation, quoi? Tu vois, on n'est pas McDo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve ça intéressant quand même d'avoir fait ce truc. C'était quoi un peu la vision chez les entrepreneurs du wagon? Alors c'est même plus qu'intéressant. C'est vraiment un move stratégique, vraiment, je pense, très très décisif, quoi, dans notre secteur et assez atypique.
pour pas dire anachronique par rapport à l'écosystème tech. L'histoire, elle s'est faite un peu par opportunité. Au début du wagon, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes venaient faire le wagon pour devenir entrepreneurs eux-mêmes, monter des produits tech, faire les erreurs que moi-même j'avais pu faire, éviter de faire les erreurs que moi-même j'avais pu faire lorsque j'ai lancé ma boîte, donc avoir quelques notions de code, peut-être prototyper déjà ton premier produit pour tester le marché. Donc une partie de nos étudiants faisait ça, et en fait à l'issue du wagon, de leur formation, certains sont venus nous voir, ils nous disent j'ai tellement adoré qu'en fait la boîte que je veux monter, finalement c'est un wagon. C'est vous, quoi. Voilà, j'ai envie de... Et je connais l'Asie, et je connais l'Espagne, et je suis natif de Bordeaux. Et en fait, j'ai envie d'amener ce concept. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir se développer en fonds propres, sans lever de fonds, dans une quarantaine de pays, ce qui paraît... quand tu vois les coûts, les capex qui doivent être mobilisés quand tu lances une activité, ouais, tu dois choper tes locaux avant, peut-être 2-3 mois avant la formation, tu dois commencer à embaucher du monde pour commencer à faire peut-être du marketing sur place, des managers qui vont faire des interviews d'élèves, etc. Ah oui, parce que là, on est sur de la formation présentielle. On est sur du présentiel, exactement. Pendant 9 mois. 9 semaines, pardon. Donc, il faut avoir des lieux, il faut avoir... non. J'imagine des ordis, des serveurs, des trucs comme ça, je pense, aussi. Ouais, il faut avoir une installation qui tient la route, il faut avoir un local qui donne envie parce qu'on est une formation premium, on veut que les élèves soient dans de bonnes conditions. Donc, ouais, c'est quelque chose, si tu veux le lancer dans 40 pays, qui consomme pas mal de cash, quoi. Pour aider ceux qui nous écoutent à comprendre un peu le modèle de la franchise. Comme ça, on essaie de vulgariser un peu ce concept et en quoi c'est intéressant, même d'un point de vue financier. Parce qu'en gros, vous ne portez pas vraiment le risque. Alors, donc, le principe d'une franchise, c'est un contrat qu'un franchiseur va conclure avec son franchisé pour lui donner le droit d'utilisation de sa marque et de son concept. Pour ça, le franchisé va avoir un droit d'entrée pour avoir le droit d'utiliser cette marque, et il va reverser un pourcentage de son chiffre d'affaires au franchiseur tous les ans ou tous les trimestres. Donc déjà là, on touche du doigt le côté hyper intéressant en termes de cash, c'est que toi, quand tu lances un pays, c'est pas toi qui va mettre des sous, mais en fait c'est presque même l'inverse, parce que c'est le franchisé qui va dire j'aimerais bien lancer ce concept et j'accepte du coup de payer ce ticket d'entrée. Donc ça veut dire que, en gros, on dit que pour ouvrir une franchise, en tout cas à l'époque, du wagon, il faut payer 100 000 euros, qui serait la possibilité d'ouvrir la marque directement en Allemagne ou en Espagne. Et puis, une fois que je génère du CA, chaque année ou chaque mois ou chaque, je sais pas quoi, à l'issue de chaque formation, à l'issue de chaque formation, je reverse 6% du chiffre d'affaires parce que j'ai utilisé la marque. Et puis après, la personne, elle garde le reste de son... Et puis, elle fait tourner sa boutique, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc pour le franchisé, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un entrepreneur quand même, hein. Il va quand même prendre son risque, il va décider de se lancer. C'est lui qui va investir dans les locaux dont on parlait tout à l'heure. C'est lui qui va décorer qui va mettre sa force de travail. Donc il y a une vraie aventure entrepreneuriale, mais sur un concept qui a été éprouvé. Ou en tout cas auquel tu crois. Donc je trouve que c'est un mélange assez intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, tu as un peu du soutien aussi du siège sur des aspects marketing, et puis il y a la preuve de concept qui a déjà été faite. Après, tu as un risque en face, qui est un risque d'image, de réputation, un risque qui est hyper important pour une école. Ah ouais, c'est clair que si le mec en Allemagne, il fait n'importe quoi, du coup, c'est ta marque qui va pas rayonner. Donc il faut bien les choisir aussi, ces franchisés. Exactement, ouais. Exactement. Toi, ton diplôme, tu as envie qu'il ait la même valeur partout, qu'une personne qui a fait le wagon, on ne dise pas, il a fait son wagon à Paris, ah oui, mais lui, il l'a fait à Tokyo, c'est moins bien. Donc, tu veux que ce soit pareil partout. Harmonieux partout. Et donc ça, tu as des garde-fous dans ton contrat. Tu as ce qu'on appelle déjà un guide opérationnel qui te donne toute la manière dont doit se dérouler ton bootcamp. Ça peut aller de quel logo tu as le droit d'utiliser, la taille de ton espace que tu dois avoir, et nous, on avait mis en place des critères de satisfaction des étudiants, où à l'issue de chaque formation, si on était en dessous d'un certain pourcentage on appelle ça le NPS, le Net Promoter Score, si on était en dessous d'un certain niveau, premier warning, deuxième formation avec le même niveau aussi bas, contrat de franchise pété. Donc c'était vraiment la grosse exigence qu'on avait, c'était il faut tout faire pour que la qualité reste la même partout et qu'elle soit d'un niveau excellent. Donc du coup, toi, à ce moment-là, tu es plutôt confort dans... Bon, tout est relatif, hein, mais en tout cas, en termes de technicité,
Il y a pas de grosses problématiques, sachant quand même que si on fait un contrat de franchise avec quelqu'un qui est aux Émirats ou en Tunisie ou au Maroc ou peu importe, euh, d'un point de vue finance, quelles sont les zones de risque ou les choses qu'on doit vérifier, un truc un peu technique sur la partie compta-gestion? Ouais, alors les zones de risque, c'est qu'en fait, on ne déclare pas tout le chiffre d'affaires que tu dois percevoir. Donc, c'est qu'il y ait du chiffre d'affaires ouais, qui soit pas déclaré, pas soumis à la royalties, et qui soit perçu un peu en douce. Euh, et c'est là où, en fait, on a pu s'appuyer sur ce qui fait toujours la force du wagon, qui est la partie vraiment immergée de l'iceberg. C'est une plateforme technique qui est à la base une plateforme pédagogique qui nous a permis de passer à l'échelle dans le monde entier sur tous nos bootcamps, qui fait en fait presque tout. Hein. Donc elle s'appelle KIT, donc c'est une référence à K2000. Elle permet de suivre ce qui se passe dans un match. Donc en fait, tu as tous tes étudiants qui sont dessus. Quand ils ont besoin d'aide, qui demandent de l'aide d'un professeur, tu le sais. Donc tu peux monitorer depuis Paris un élève qui a une difficulté à Lisbonne ou à Madrid, et tu sais si un professeur a répondu dans la minute ou plus tard, etc. Et donc d'un point de vue financier, ça c'est hyper confortable parce qu'en fait tu sais le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque campus. Tu sais le prix auquel il a été vendu, donc déjà tu peux faire approche par les risques de l'auditeur, tu te fais ton nombre d'élèves fois ton prix, tu regardes si ça correspond au chiffre d'affaires déclaré, voilà, tu sécurises déjà un peu le truc. Ensuite, vous avez une autre histoire au wagon, c'est que vous avez ce modèle de franchise, vous le poussez jusqu'à où? Jusqu'à un moment donné où on fait un peu, entre guillemets, un peu machine arrière et on change un peu le modèle. Ça, c'était, je sais plus quand, mais peut-être qu'on pourrait en parler du coup. Ouais. Ça, c'est en 2020 où on fait le constat que le modèle peut-être atteint certaines limites, notamment avec le lancement de nouveaux produits ou de nouveaux formats. C'est l'époque où on commence à lancer des classes en ligne. Et donc, un franchisé, il a un territoire, en fait. C'est défini contractuellement. Il peut aller sur un territoire donné, aller chercher les étudiants qu'il veut. Bon, une fois que tu peux aller chercher des élèves en ligne, tu pètes un peu ce truc-là. Donc déjà, c'est plus compliqué à gérer. Après, on s'est aussi vite rendu compte qu'on avait un terrain de jeu qui était mondial et le campus de Bali ou le campus de Lisbonne, par exemple, ou même le campus de Berlin attirent des Américains, des Anglais, des Français. Donc c'est pareil, tu pouvais avoir une compétition entre les différentes franchises. Et en tout cas, tu n'optimisais pas suffisamment ta force de frappe marketing. Et enfin, on a lancé aussi le B2B, du business avec les entreprises, qui lui nécessite un investissement quand même en amont, parce que c'est des cycles de vente plus longs, ils font des vendeurs, c'est aussi une technique de vente différente. Et donc ça, on s'est aperçu que pour pouvoir grandir, le passer à l'échelle, pouvoir bénéficier aussi de la force de notre réseau, c'était plus compliqué en franchise et fallait mieux filialiser le tout. Donc on a fait une levée de fonds en 2020 de 17 millions d'euros, dont le but est exactement ces deux-là, racheter nos franchisés et lancer et développer l'activité B2B à l'échelle. Et donc, là, on a été parti pour 2 ans de M&A à racheter des boîtes, hein, finalement, parce qu'on avait des personnes en face qui avaient un contrat qui courait encore et on a négocié avec elles le fait de les intégrer à la nouvelle structure. Comment ça se passe ça? Du coup, alors là, c'est un audit mondial là, du coup, de combien de franchisés du coup? On a dû racheter une vingtaine, ouais. C'est quoi les process? Comment ça marche? Tu y vas? Tu fais de la revue juridique, etc. Vas-y, raconte-nous tout ça un peu. Alors, on avait une contrainte de temps. Le but, c'est quand même d'aller vite, hein, dans ces cas-là. Ça peut durer vraiment très, très longtemps. Et puis, on n'était pas très nombreux, hein. Donc, moi, j'avais la chance d'être entouré de Romain, qui est un des fondateurs, qui est avocat de profession, et Charline, qui nous avait rejoint suite à la levée de fonds, qui est notre directrice juridique et qui est fiscaliste. Donc en fait, à 3, on avait une petite équipe pour faire ces opérations de M&A. Honnêtement, on a trouvé un mécanisme qui a permis de faire ça très rapidement en dérisquant les opérations. C'est que souvent, les ventes ont été assorties de ce qu'on appelle des earn-out. Donc quand tu achètes une boîte, tu peux l'acheter cash, one shot, ou bien tu peux en fait étaler les paiements et conditionner les paiements futurs à des performances. Ça permet de garder le management motivé
Et nous aussi, ça nous permettait se laisser le temps aussi à posteriori, une fois qu'on aurait réintégré la compta, l'ensemble des comptes, la vue sur l'ensemble du juridique, de pouvoir regarder un peu plus en profondeur ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que vous avez découvert de mauvaises surprises? Non, on a découvert des spécificités pays qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qu'il faut prendre en compte, quoi. Ouais, tout le monde ne comptabilise pas le revenu de la même manière. Donc on est dans un podcast avec des comptables qui nous écoutent, donc ça va leur parler, mais le concept de PCA, tout ce qui est produit constaté d'avance pour reconnaître le revenu sur la bonne période, ce qu'on disait justement pour le boulot de l'auditeur, ça, c'est pas forcément fait partout. Et puis, les boîtes n'avaient pas forcément non plus une taille suffisante pour que les comptables se disent bon, on va appréhender correctement le cut-off. Et donc, on a eu des situations assez variées, quoi, du pas de cut-off du tout à clairement de la comptabilité de trésor où en fait tu comptabilises quand le cash arrive, quoi. Donc ça, ouais, ça c'est ce qui a été le plus chronophage en fait dans toutes ces opérations. Ça a été l'intégration ensuite de l'ensemble des franchisés. Donc c'est là où je remercie Jennifer, qui est la chef comptable du wagon que j'ai recrutée suite aux différentes intégrations, qui a fait un boulot monstre d'harmonisation de l'ensemble des pratiques et de diffusion des bonnes méthodes de comptabilisation pour qu'en fait on puisse remonter des comptes qui, mis bout à bout, agrégés ensemble, consolidés, fassent qu'on n'additionne pas des choux et des carottes, quoi. Du coup, filialiser l'ensemble de ces franchisés, d'un point de vue, alors j'entends bien la partie organisation, harmonisation, mais concrètement, la boîte elle est toujours à Bali, quoi. Et donc, comment on gère la finance là-bas à Bali? Comment ça marche? Qui c'est qui le gère? Qui c'est qui le fait? Parce que du coup, avant on avait une comptabilisation ou un revenu sur un pourcentage du CA. Là maintenant, il faut comptabiliser les formations vendues. Donc techniquement déjà ce qui s'est racheté, c'est majoritairement on a racheté les titres de la boîte. Donc on détenait maintenant les structures à 100%. Chaque structure a persisté, a continué à exister. Donc on a des structures dans chaque pays qui déclarent leurs comptes en local, dans leurs normes locales. Et effectivement, ensuite, il y a cet enjeu de remonter le tout au siège pour faire une consolidation. Donc on a un enjeu déjà de produire des comptes locaux. Ça, on s'appuie beaucoup sur des experts comptables locaux. Et ensuite, on a une comptabilisation, une harmonisation et une consolidation qui est faite au siège. Et ça, c'est assez propre à ce qu'on fait au wagon. On a vraiment ce concept global, local, qui s'applique à beaucoup de fonctions wagon, au marketing notamment, et c'est vrai pour la finance. C'est qu'on va avoir des expertises pays. Donc moi, j'ai des experts comptables en local qui sont un peu mes yeux sur place, quoi, qui sont capables de dire c'est comme ça, il y a telle ou telle spécificité RH, les taxes, c'est celle-ci. Enfin, en Allemagne, par exemple, on a une taxe qui est la taxe solidarité qui a été faite à la chute du mur du Berlin pour aider l'Allemagne de l'Est. Bon, bah, ça, t'es français, en vrai, tu le connais pas, quoi. Donc, tu as besoin des experts comptables en local pour te donner ce niveau d'expertise, quoi. Et les experts comptables en local, comment tu les choisis? De la même manière que tu m'as expliqué au début de cet échange, c'est toi qui discutes avec eux? Ouais, c'est moi, c'est Jennifer. C'est exactement le même process, c'est-à-dire que d'abord, tu hérites d'une situation. Donc, tu rachètes tes franchisés, ils avaient déjà des comptables. Et certains sont bien, certains ne sont pas bien. Voilà. Donc, tu fais assez rapidement le tri dedans. Donc au début, c'est normal, hein, il y a beaucoup de changements. Il y a des boîtes qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires dans certains pays, donc tu ne peux pas leur demander de faire un reporting comme une boîte du CAC 40. Tu vois. Nous, on leur demandait de reporter à J+15 sur un template défini, avec un mapping de compte qui passe de local à IFRS. Bon, tu peux comprendre que ce ne soit pas forcément évident, donc tu essaies de les embarquer. Tu essaies 1, 2, 3 clôtures, et puis à un moment, si tu n'y arrives pas, tu essaies d'en tirer les conséquences. Et après, l'étape suivante, c'est l'étape où quand tu te sens suffisamment solide sur tes compétences, sur tes outils, sur une équipe que tu as pu construire en interne, c'est d'internaliser le plus possible. Donc là, on est dans cette phase-là actuellement. C'est plutôt que de passer du temps à faire beaucoup de coordination, où tous les pays comptabilisent chacun dans leur coin l'intégralité
des postes. Nous, au siège, on va comptabiliser voilà, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui n'est pas risqué, pour ne laisser vraiment les tâches les plus propres à chaque pays, plus spécifiques, qu'on ne sera pas capable de maîtriser depuis Paris. Et donc, si on devait schématiser, ça va être essentiellement les taxes et les RH qui, elles, à terme, vont être continuées à faire en local. Et nous, on a pour ambition de pouvoir comptabiliser le revenu qu'on connaît, on l'a vu depuis notre plateforme, l'ensemble des charges externes, nos coûts de professeurs. Tout ça, en fait, on a des outils qui nous permettent d'avoir la vision dessus. Donc, on est capable de le construire, de le faire. On a un centre de compta partagé, en fait. Je vois que ce que tu as fait par le passé, on dirait que c'est quand même un job nouveau avec des sujets nouveaux. Quand tu vois qu'il faut tout filialiser, qu'il faut tout harmoniser, comment tu vis ça, toi? Parce que tu n'as jamais fait ça de ta life. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'as pas peur? Comment tu le sens? Déjà, tu as la confiance de tes boss. Ça, je pense que c'est hyper important d'avoir... voilà, on est une boîte dans l'éducation, hyper bienveillant, où on grandit aussi tous ensemble. Donc, en fait, on apprend. Ça, c'est le premier point. Et un des points que j'ai appris de Romain, donc, qui est un des cofondateurs, qui a tout de suite eu ce réflexe depuis le début du wagon avec son passé d'avocat, c'est de s'entourer d'experts. Il ne faut pas hésiter à payer des personnes qui savent mieux faire que toi certaines choses. Peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience, peut-être parce que c'est très technique. Donc, voilà, quand il y a des rachats, Charline, par exemple, qui est avocate, elle s'entourait d'avocats spécialisés dans le pays donné. Moi, récemment, j'ai eu des modèles de cash un peu compliqués à construire. Voilà, j'ai fait appel à un consultant qui, lui, avait fait ça des années à construire des modèles de cash. Et puis, c'est comme ça que tu grandis. Tu t'appropries après les méthodes, les tableaux, on t'explique et t'apprends, quoi. De toute façon, il faut aussi apprendre de ceux qui en savent un peu plus. Mais du coup, c'est vrai que quand tu vois En fait, ce qui t'a rassuré, toi, c'est aussi d'avoir cette confiance de la part de la boîte où, en gros, si tu fais une erreur, entre guillemets, c'est pas très grave parce qu'on est quand même tous dans une phase et un processus d'apprentissage. Donc pour toi, tu étais, entre guillemets, dans ce point de vue-là, un peu confort, même s'il y a quand même une vision un peu challengeant, tu vois. Ouais, il y a ça. Et après, faut avoir confiance en soi aussi, je pense Tu que c'est m'étonnes. important. Et ça, pour le coup, l'audit, par exemple, a été hyper bénéfique, c'est sûr, parce que, en fait, tu as vu comment ça se passait ailleurs. Tu te dis que tu es complètement capable de le faire. Hein. Tu vois les outils comptables, financiers, comment ils se déversent, quel est leur enjeu. Tu as une approche par les risques aussi. Donc, en fait, tu sais où sont les zones de risque. Tu sais celles sur lesquelles il faut passer du temps pour les couvrir. Et après, comme tu as une approche par les risques, tu sais aussi celle où, peut-être qu'il peut y avoir, c'est peut-être pas complètement carré, mais ça le deviendra avec le temps. Mais tu dois prioriser, quoi. Ton intervention dans la levée de fonds, ça a été quoi ton scope? Est-ce que toi, tu as négocié la valo de la boîte? Comment tu es intervenu dans cette histoire? Moi, j'étais plus sur la partie vraiment financière. Donc Romain, qui avait un des fondateurs, du coup, était avocat, et donc c'était vraiment C'est la bonne team, quoi, la bonne équipe. C'est vraiment celui qui gérait les négos, hein, et Ouais. qui avait les relations qui a les relations avec les investisseurs ou les investisseurs potentiels. Donc moi, j'étais en support et en co-construction, en fait. Voilà, construire le BP, mettre l'ensemble des inputs financiers, construire le modèle économique aussi. Donc, en éclairage et en appui de la stratégie des fondateurs. À quoi ressemble ta journée aujourd'hui, la vie d'un CFO dans une boîte? Donc, vous êtes 200, c'est ça? Ouais. C'est ce que j'ai cru voir. 30 millions d'euros de CA, une implantation dans plusieurs pays dans le monde. À quoi ressemble ta vie de CFO? Alors, en ce moment, ça part de partout. Ça tire un peu de partout parce que t'es en construction, quoi. Donc ça, c'est vrai de toutes les boîtes en forte croissance. Et je pense qu'il faut le savoir quand on va dans ce type de boîte. Je pense que c'est pas du tout le même job d'être CFO d'une boîte de 200 millions établie, avec une équipe structurée, qui a ses problématiques, et c'est pas plus ou moins facile, c'est différent. Je pense que tu as beaucoup plus de management, peut-être beaucoup de politique, des problématiques aussi sûrement différentes. Là, tu dois à la fois avoir la vision, savoir où tu veux aller à terme,
Et en même temps, tu es encore un peu les mains dans le cambouis parce que ça va sans l'heure et donc il faut avancer. Donc tu construis ton chemin en étant solide sur ta vision, mais tout en construisant, en avançant. Je sais pas si c'est bien clair, mais en Non, gros, ça, c'est... c'est le chaos, mon vieux. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi. Hein. donc ça donne pas des journées types. Mais ce qui est hyper gratifiant, et moi, quand je vois l'équipe qui se construit, et quand je vois aussi voilà, un peu le sentiment au début des personnes qui sont arrivées sur la fonction finance en se disant waouh, en fait ça décoiffe, ça fait presque un peu peur quoi, en fait, est-ce qu'on va y arriver, et voir qu'en fait bah oui, on y arrive, en fait, on arrive à aller là où on voulait être. Voilà, ça prend du temps, il faut s'accrocher. Ça demande beaucoup d'organisation, bien normer les choses. Et une fois, c'est beaucoup de process, en fait. Et une partie, je pense, qui est peut-être différente d'un boulot, d'une boîte, comme tu disais, déjà établie, c'est toute cette partie opération. Il y a des jobs maintenant qui s'appellent Finance Ops. Voilà, qui sont des personnes qui vont aider à construire tous tes systèmes SI, en fait, tout ce qui va faire. Ensuite, tu pourrais être en pilotage automatique. Et là, c'est bon, tu pourras te lever, arriver le matin, prendre ton café, regarder tes chiffres, et puis tout va rouler. Mais voilà, en amont, il faut construire tout ça. Tu étais seul au début. Tu as recruté une équipe finance. Comment as-tu recruté ces profils? Peut-être pas où est-ce que tu les as trouvés, mais pourquoi tu les as recrutés eux plutôt que quelqu'un d'autre? Et quel est le profil type des gens qui bossent en finance au wagon? Alors, déjà, je me suis fait aider de chasseurs pour ça. Et ensuite, j'ai cherché un peu le mouton à 5 pattes, honnêtement, parce que donc pour la chef comptable, donc pour Jennifer, bon, c'était assez évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait une partie compta en cabinet, parce que finalement, ce qu'on fait est assez proche de ce qu'on peut être fait en cabinet, c'est-à-dire gérer plein de dossiers en même temps. Nous, on gère plusieurs entités en même temps. Donc, il fallait être capable de tenir ce rythme-là qui est, je jongle entre les interlocuteurs, entre les différents dossiers, je suis à l'aise avec ça. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et ça rejoint l'expérience que j'ai vécue moi aussi chez KPMG. C'est vrai que c'est hyper formateur de pouvoir être capable de gérer autant de choses en même temps. Donc il fallait que ça te coche cette case de cabinet. Donc Jennifer était chez Mazars, en expertise comptable. Et après, c'est là où il y a le mouton à 5 pattes, c'est que du coup, ça demande énormément de rigueur. Mais il faut être capable aussi, malgré cette rigueur, ou avec cette rigueur, d'être capable aussi d'évoluer dans cet environnement qui est un peu en mouvement et qui est un peu foutraque, bordel, un peu au début, quoi. Donc c'est un profil qui peut être un peu antinomique, quoi. Tu cherches à la fois de la rigueur, mais être capable aussi de pas de naviguer un peu dans un univers en construction. Je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut avoir une espèce d'image où les gens qui bossent en cabinet ou qui sont financiers, qui sont très dans la rigueur, il faut l'organisation, les process. Si on n'arrive pas à visualiser ce qui se passe demain, ça peut être un peu déroutant. Comment elle l'a vécu, elle, quand elle est arrivée? Elle n'a pas pris peur? Un peu. Tu m'étonnes. Si, un peu. Après, je voyais qu'elle comprenait exactement ce qu'on faisait, où ça allait. Elle pige hyper vite, il fallait quelqu'un aussi d'hyper social, qui soit capable d'animer un réseau, de pouvoir parler avec les différents interlocuteurs. Donc, elle a très vite vu on était au centre, finalement, du wagon. Donc, tu pouvais vraiment déjà t'épanouir. Donc, il y a eu sûrement de la peur, mais la partie épanouissement, intérêt du job a largement, je pense, surpassé, elle est encore là, donc a largement surpassé la partie peur. Et aussi, on voit bien que, voilà, on construit. Et en fait, il y a eu un boulot hyper dense, en fait, de créer un plan de compte harmonisé, de taper sur les doigts, de relancer les différents experts comptables Et là, en fait, les dernières clôtures, tu n'appuies pas sur un bouton, on n'en est pas là, mais voilà, tu t'aperçois que tout est plus fluide, que les chiffres que tu remontes sont hyper clairs, que oui, il continue à y avoir des erreurs remontées par les comptables, mais tu les flagues directement parce que tes reportings sont bien faits. Et donc, donc c'est gratifiant, quoi. C'est quoi les outils que vous utilisez justement pour accélérer aussi un peu le traitement des clôtures, pour avoir des chiffres le plus en temps réel possible? C'est quoi un peu l'organisation, en tout cas technique, qui existe? Qu'est-ce que vous utilisez? Ça, c'est une des difficultés, encore une fois, de notre organisation avec des pays multi-pays.
c'est qu'en fait, les outils qu'on utilise ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Sauf évidemment si tu pars sur des gros outils, mais ceux sur lesquels tu n'as pas peut-être forcément envie d'aller. Donc nous, on a une stack où on utilise beaucoup Spendesk. On était vraiment là au début de leur aventure et on a grandi un peu ensemble. Donc on l'utilise pour de la pré-comptabilisation, disons. Et ça, moi, c'est une vision qui me plaît beaucoup dans la comptabilité. Je veux pas avoir... Il y a deux choses que je veux pas. C'est une comptabilité qui est complètement dissociée de l'activité, quoi, qui est un peu hors sol, ailleurs, et qui est trop loin des opérations. Et une comptabilité qui fait de la saisie, qui rend des factures à la main. Donc ça, c'était vraiment les deux choses que je sais que je veux pas. Et Spendesk avait permis de répondre à ce point-là, parce qu'en fait, elle met une partie des tâches quand même sur les opérations. Je sais pas, les personnes au marketing, les personnes au RH, où eux-mêmes rentrent leurs factures et mettent un tag analytique qui, en fait, eux seuls savent finalement quel est le tag le plus précis, le plus pertinent à mettre. Donc, il va le mieux coller à l'activité et le mieux refléter finalement leur activité. Donc, ça décharge une partie de la compta de faire ça, qui l'aurait peut-être mal fait, parce qu'encore une fois, elle peut être pas forcément aussi proche de l'activité que possible. Donc, on reçoit des données qui sont déjà pré-comptabilisées. Ouais, c'est préqualifié aussi par préqualifiées. la personne, et puis t'as pas besoin d'aller la voir pour aller lui demander l'info. Et je trouve aussi que c'est intéressant, c'est que ça aussi, ça permet à l'ensemble des gens de collaborer à cette un peu gestion financière et avoir cette vision. Exactement, ouais, ça permet de les impliquer. Ouais, complètement, on fait partie de la même équipe et il y a même un petit côté un peu donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire si en input, il y a un truc qui est en data qui est garbage in, garbage out, quoi. Si je t'envoie de la donnée qui est toute merdique, toute sale, en face derrière, tu vas pas pouvoir restituer grand-chose, quoi. Et donc, eux, en tant que métier, si on veut leur restituer une donnée qui est pertinente, qui permet de suivre finement leur budget, leur profitabilité, il faut, en amont, nous aider et taguer correctement, quoi. Donc ça, c'est une des pierres vraiment importantes. Et après, on a longtemps cherché notre outil comptable qui puisse être diffusable partout dans le monde. Et on s'est positionné sur Odoo, qui est une licorne belge. Ah, ils sont chauds, eux, hein. Ils sont discrets, mais ils sont hyper chauds, eux. Ouais, ils sont vraiment... C'est vrai que sur le marché France, on les connaît assez peu. Ils sont énormes. Ah ouais, non, mais en plus, j'ai écouté une vision d'un de ses du fondateur. Ouais. Ah, purée, masterclass, le mec, ça blague pas. Ouais, on peut encourager, je pense, tout le monde à aller voir ces interviews qui sont vraiment hyper intéressantes. Il est smart et tout, vraiment pas mal. Et nous, ce qui nous a plu, c'est qu'en fait, c'est issu du monde open source. Et donc, en fait, il t'ouvre son capot et tu peux venir y connecter les différents logiciels métiers que toi, tu as à ta disposition, quoi, pour les faire interagir le plus possible et éviter ce qu'on veut, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je veux éviter à tout prix, c'est la saisie manuelle, quoi. Donc, s'il y a des choses qui sont déjà disponibles dans nos outils métiers, déversons-le directement en compta plutôt que de venir les saisir une deuxième fois, quoi. Et ça, je pense, c'est comme ça que tu vois que les Penny Lane ou les autres acteurs un peu innovants se positionnent, hein. C'est que tu as un outil qui ne peut pas tout faire, mais par contre qui va venir se connecter avec tes banques, avec tes outils métiers, ton outil de facturation, ton CRM, etc. pour tout rassembler au même endroit, quoi. Quels sont les indicateurs de performance que vous analysez et que toi tu analyses? Alors, j'imagine que toi tu as tes propres KPIs et puis on t'en demande, certains aussi. À quoi ressemble un tableau de bord au wagon? Il y a déjà une grosse suivi du budget. Donc, on a un budget en début d'année qui est fait, qui est une grosse partie du boulot de la direction financière, qui est une partie vraiment hyper intéressante parce que tu es au cœur de la strate de l'entreprise et qui est aussi qui nécessite aussi d'avoir certaines skills que tu n'utilises pas forcément toujours sinon en direction financière. C'est beaucoup de négociations, c'est d'essayer de trouver de construire des accords au final parce que tu peux avoir des départements dépensiers, d'autres. Donc voilà, il faut que tout le monde puisse construire un BP pour aller vers la direction que l'entreprise veut et à la fin que tout le monde aussi soit content de ce business plan. Donc ce business plan, une fois qu'il a été acté, c'est notre boussole, quoi. Vraiment, il faut que tous les mois, on va regarder sur les KPI les plus forts. Donc évidemment, il y a le revenu qui est un gros driver chez nous. On a un indicateur chez nous qui s'appelle la marge pédagogique. C'est pour, une fois que tu as donné tes cours, payer tes profs,
Qu'est-ce qui reste. Donc ça, c'est un indicateur sur la performance un peu opérationnelle, finalement, des cours que tu donnes. Évidemment, cash is king, hein, donc le cash, c'est quelque chose que je suis... tous les 15 jours, j'étais remonté de cash de toutes mes filiales et tu fais un point sur les besoins que tu peux avoir sur une filiale ou sur une autre. J'ai un truc qui me vient en tête. Tu sais, bon, je ne vais pas te l'apprendre, naturellement, puisque tu m'as déjà un peu donné de l'appétit. Mais quand même, dans les entreprises, c'est vrai que le budget, c'est un gros sujet. C'est quoi le process budgétaire? À partir du moment où on commence à discuter et on acte le contrat un peu sur l'année à venir, quelles sont les choses que l'on doit construire? Par quoi on commence? Tu vois, est-ce qu'on doit couvrir l'ensemble de nos frais? Ou alors est-ce qu'on a une vision plus où on est ambitieux et quelles sont les parts de marché qu'on va aller chercher? Comment ça se passe chez vous? Je pense, ouais, tu l'as dit, ça va commencer par les ambitions que tu te donnes, en fait. Est-ce que tu veux faire dans l'année, ton ambition stratégique, qui peut être aussi différente suivant les périodes de la vie de l'entreprise, hein. Donc tu peux en effet décider que cette année, tu vas aller chercher des parts de marché. Tu peux décider que cette année, le critère essentiel, ça va être le revenu. Donc dans ces cas-là, tu mets all-in pour aller chercher du revenu. Tu peux te dire qu'on est dans une conjoncture qui a changé, il faut mieux être profitable. Donc tu vas dans ces cas-là porter l'accent sur la profitabilité. Donc déjà, tu mets ta vision pour l'année et quel va être ton plan stratégique. Et à ce moment-là, justement, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Tu as celui qui va être fougueux, qui va dire ouais, je veux aller conquérir, je veux tout défoncer, je veux tout déchirer. Puis bon, c'est bien aussi d'avoir dans l'équipe des gens qui sont plus attention, il faut temporiser. Comment ça se passe justement dans la relation, toi et la direction du wagon dans cet exercice-là? Est-ce que c'est eux qui te disent voilà, nous c'est ça qu'on veut faire et pour eux c'est hyper cadré, c'est normé et ils savent et donc l'équipe s'adapte? Ou alors il y a quand même ce besoin de pédagogie et d'échange avec eux? J'imagine un peu des deux. Mais... Ouais, c'est ça. Je pense que ça se nourrit de façon d'échange qui infuse, pas seulement d'ailleurs entre la direction financière et les fondateurs, mais aussi avec les équipes marketing qui drivent le business, tes investisseurs aussi, hein, tu as des actionnaires. Donc oui, je les avais oubliés, c'est vrai. Oui, oui, forcément, on lève pas 17 millions d'euros pour qu'ils disent bon, ok, l'argent il est parti là-bas et ça va pas se fructifier. Il y a aussi cet impact, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, nous, on fait 40% de croissance tous les ans. Donc la croissance, c'est pas un sujet. On sait qu'il faut... on en fait... Pas mal après 10 ans. Ouais. Après, tu as l'environnement économique, l'environnement extérieur qui joue, où tu sais que les choses ont un peu changé et tu fais peut-être plus attention sur certains aspects. Voilà, sur ce que je le disais, la profitabilité, le cash. Il y a quelques années, peut-être que c'était moins dans la checklist des directeurs financiers. Là, les choses étant ce qu'elles sont, clairement, tu portes l'accent dessus et donc tu fais de la pédagogie. En effet, tu expliques ce qu'est ta structure de coûts, comment elle se construit, où est ton break-even. Tu fais des scénarios. Voilà, pessimiste, optimiste, etc. Okay. Et voilà, tu essaies de couvrir les risques pour que même si tu n'atteins pas tes objectifs, continue sans avoir à passer par des choix qui peuvent être douloureux et que tu peux voir dans d'autres startups qui n'ont pas eu les modèles. Nous, on a eu de la chance, on a eu un modèle vertueux de par notre histoire. Depuis le début, on a été rentable. Et donc, on s'est toujours construit là-dessus. Donc, on n'a pas eu cette douche froide de c'est pas grave, je crame tout pendant un an et j'irai lever des fonds à la fin de l'année. Ou là, quand on te coupe le robinet, les choix sont douloureux. Tu es obligé de couper dans les effectifs. Nous, on n'a pas eu à voir ça. Le changement a été moins de contexte, a été moins dur. Ouais, je vois. Ce qui est aussi intéressant dans votre modèle à vous, c'est que ce modèle de franchise, il vous a permis de finalement tester un modèle international sans en prendre le risque comme une boîte qui dirait on va ouvrir l'Espagne, on va ouvrir le Portugal, l'Allemagne, où là il faut ouvrir un bureau, mettre des gens directement à l'intérieur. Donc là, c'était aussi une part de risque un peu, entre guillemets, un peu moindre, mis à part l'image de marque qui pouvait être salie un peu à l'étranger, mais quand on démarre, si personne nous connaît en Indonésie et qu'on ouvre en Indonésie, on dit que c'est nul, on n'a qu'à fermer, point final, quoi. Ouais. Donc, il y a cette vision où on discute, on fait des différents scénarios. Comment se passe une session budgétaire ? Est-ce que c'est un peu houleux ?
Comment ça se passe? Pourquoi je te pose cette question? Parce que, tu sais, moi, j'ai fait un jour une session budgétaire, on m'a acheté une feuille dans la tronche, quoi. Donc, comme ça m'a marqué, je me suis dit, est-ce que ça se passe comme ça partout, Non, tu vois? on n'est pas, non, Je sais pas. on n'est pas arrivé au niveau de la feuille. J'imagine. Non, mais chacun défend ses points de vue. Je pense que tout le monde. Déjà, il faut bien expliquer les enjeux, éviter les non-dits. Je pense que si tout le monde est conscient dès le début de la feuille de route, voilà, des contraintes qu'il peut y avoir sur un plan budgétaire, déjà, les personnes ont ça en tête et ne construisent pas un plan qui est complètement déconnecté de l'objectif. Donc déjà, si tu communiques en amont sur ce point-là, tu as moins d'arbitrage à faire. Ensuite, tu en as toujours. Et donc, c'est là où c'est de la négo. Ou en tout cas, il faut comprendre le point de vue de chacun. De toute façon, on cherche tous le même intérêt, hein, c'est de faire croître la boîte. Donc, il faut beaucoup discuter et voir ce qu'on peut faire. Donc, ça peut être parfois décaler des budgets. C'est pas parce qu'on ne le fait pas là qu'on va pas le faire du tout. Donc, tu peux décaler, tu peux trouver des solutions parallèles. En tout cas, c'est pas houleux. C'est sûr que c'est un moment important de la boîte. C'est un moment, je trouve, assez unique aussi, où en fait, tu te poses vraiment. Après, j'ai l'impression que tu dis, ça y est, boum, le budget, il est validé. Et là, tu lâches les chevaux, tu vois. Ouais, c'est clair, ça y est, c'est parti, on y va et on attaque, quoi. Il faut qu'on l'atteigne. Ça fixe un peu le cap et l'objectif. Et tout le monde est aligné avec, donc c'est cool, tu vois. Ça galvanise un peu les forces. C'est cool, mais tu repars un peu tête dans le guidon. Et ça te donne là l'occasion aussi d'avoir un temps où en fait tout le monde aussi se pose sur ce qu'on veut faire ensemble. Déjà, ça impose de faire des bilans sur ce qui s'est passé avant, si tu veux construire un budget sereinement. Donc c'est à la fois un temps de bilan et un temps de co-construction où tout le monde, dans un laps de temps qui est le même pour chacun, bosse sur la même chose, avant ensuite que chacun, en effet, aille atteindre ses objectifs qui lui sont propres. Donc, ouais, moi je trouve que c'est vraiment un temps de la vie de l'entreprise qui est hyper intéressant. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode, mon cher Guillaume. C'était un vrai plaisir pour moi de discuter avec toi. Je vais finir par clôturer par quelques questions. Comment, toi, tu réussis à progresser et à toujours innover dans ton approche de DAF? Comment tu arrives à découvrir Odoo? Comment tu arrives à te tenir un peu de l'actualité, de la tech, de l'entrepreneuriat? Tu es avec des mecs qui ont envie d'entreprendre, tu vois. Comment tu fais pour rester au niveau? Je me suis rendu compte depuis quelques années que j'utilisais pas mal LinkedIn pour ça, que maintenant c'était devenu, alors pour moi, je sais pas si c'est général, mais une source de contenu, plus qu'une mise en relation avec des tiers. Et donc en fait, je suis des personnes. Je vais suivre des comptes de gars qui font du FP&A, qui t'expliquent des modèles budgétaires. Et en fait, si tu fais de la bonne curation, si tu dégages un petit peu les côtés néfastes de LinkedIn, où tu es très sur le personal branding à outrance, et qu'en fait tu sélectionnes des comptes intéressants, finalement l'algo va aussi t'en présenter d'autres, et de fil en aiguille, tu vas avoir du contenu qui est hyper pertinent. En plus, ce qui est hyper agréable dans la tech, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais c'est que c'est un univers où on partage quand même beaucoup. Et donc, ouais, en suivant les bonnes personnes, tu peux vraiment apprendre de chacune. C'est pas parce que je suis ici, mais tu vois, écouter des podcasts, c'est hyper intéressant. Et j'encourage tout le monde à écouter des histoires de CFO, d'experts comptables qui ont monté leur cabinet. Parce que, ouais, il faut prendre de l'expérience où elle est, et de plus en plus de monde, je trouve, il y a de plus en plus de médias pour partager cette expérience. Donc voilà, et ensuite, tu as des Slack aussi, tu as des communautés où tu peux poser des questions. Et encore une fois, j'insiste aussi sur le côté consultant externe, où tu peux aller trouver de l'expertise super pointue sur certains sujets, en allant faire une mission sur une problématique donnée, sur un laps de temps donné, mais pendant lequel tu vas vraiment capitaliser sur l'expérience de la personne qui vient dans ta boîte, quoi. Pour conclure, Guillaume, est-ce que tu as reçu un enseignement dans ta vie ou une expérience que tu as vécue qui t'a changé, qui t'a appris quelque chose, qui t'a fait grandir et que tu pourrais partager aux auditeurs? Si par exemple, je sais pas moi, tu avais un petit frère, une petite sœur, tes enfants, quel conseil tu voudrais leur donner pour qu'ils puissent avoir une pépite venant de ton expérience? Moi, à la maison, on a toujours dit, fais quelque chose qui te plaît, quoi. Fais un boulot dans lequel tu trouves du sens. Et tout le monde va peut-être pas trouver le même sens dans chaque boulot, mais il faut que ça te parle.
on passe quand même beaucoup de temps au travail et il faut que ce soit un plaisir et qu'on y trouve quelque chose, quoi. Donc ce serait vraiment ça, quoi. Trouve du sens à ce que tu fais et fais quelque chose que tu aimes. Merci en tout cas, mon cher Guillaume, d'avoir participé à cet échange. C'était un réel plaisir pour moi, pour ta gentillesse, pour la valeur que tu as apportée. C'était hyper cool. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont? Mon LinkedIn. Ok, on mettra tout ça dans la description, à la fois de la vidéo, à la fois du podcast. Merci pour tout. Mes chers amis qui avaient suivi cet épisode jusqu'à maintenant, eh bien, je vous remercie. Si ça vous a fait kiffer, eh bien, n'hésitez pas à me le dire, à l'écrire en commentaire, balancer les likes, les avis 5 étoiles. Ça me permet au moins de voir si tout ce qu'on vous produit, eh bien, ça vous plaît et ça a du sens. Eh bien, sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!